Quelque part en Europe, il existe un endroit où la faim annoncée des réserves de pétrole ne fait plus peur. Un endroit où produire de l'énergie sans or noir est déjà une réalité. Nous sommes au sud de l'Espagne, à 20 km de Séville, au bout de cette petite route perdue dans la campagne andalouse. Une surprise de taille nous attend. L'endroit ressemble à un décor de science-fiction. Autour de nous, des dizaines, des centaines de miroirs plantés au milieu de nulle part. Ils sont là pour capter une énergie gratuite, inépuisable, écologique, celle du soleil. Et chacun de ces miroirs, alignés sur 1 km², renvoie l'énergie pour la concentrer au sommet de cette tour. Bonjour. Voilà. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Il fait très chaud ici. Ouais, il fait chaud. Valerio Fernandez est l'ingénieur qui a conçu toute cette installation. Ici, il produit de l'électricité sans une goutte de pétrole. On dirait un film de science-fiction. On dirait, oui, mais c'est tout à fait réel. Cela fait 4 ans que je produis de l'électricité ici, dans cette installation. Tout le processus se passe au sommet de la tour. Les rayons renvoyés par les miroirs sont concentrés dans une sorte de four géant. Il y règne une chaleur infernale, 500 degrés. Au milieu se trouve un réseau de tuyaux où circule de l'eau. Au contact des rayons du soleil, elle se transforme en vapeur, qui va venir alimenter une turbine située au pied de la tour. Elle va faire tourner des hélices qui vont à leur tour entraîner un générateur pour fabriquer du courant, comme c'est le cas dans une centrale classique. Sauf qu'ici, on utilise du soleil à la place des énergies fossiles. Pourquoi pensez-vous qu'il est si important de disposer de ce genre d'alternative? Eh bien, il y a de nombreuses raisons. L'une d'entre elles, c'est qu'il n'y aura plus de pétrole un jour. Donc, nous devons penser à d'autres façons d'obtenir de l'énergie, de sources solaires ou d'autres sources. Car si nous continuons à consommer des ressources non renouvelables, nous allons avoir un problème dans le futur, si nous ne prenons pas les devants. Et le soleil pourrait être une réponse. Bien sûr. Cette électricité fabriquée avec les rayons du soleil est ensuite injectée sur le réseau et envoyée jusque dans la capitale de l'Andalousie. À 20 km de là, Séville et ses habitants consomment donc cette énergie pour vivre. Ils l'utilisent pour les transports urbains comme le tramway, pour les feux de signalisation, pour l'éclairage public ou tout simplement pour la vie de tous les jours. Aujourd'hui, la moitié des 700 000 habitants profitent déjà de cette électricité solaire. Mais demain, c'est toute la cité qui pourrait fonctionner avec cette énergie propre. Car derrière cette révolution, il y a l'espoir qu'un jour, cette ressource naturelle puisse remplacer le produit qui fournit aujourd'hui de l'énergie à toute la planète. Un produit que nous allons chercher au cœur de la Terre et qui bientôt n'existera plus. Il est brun, il est visqueux, il a mis 100 millions d'années à se former. On le surnomme l'or noir. Le pétrole est le moteur de notre monde moderne. Avec lui se développent aux 4 coins de la planète l'automobile, l'aviation et toutes sortes de transports toujours plus rapides. Avec lui, nos habitations sont mieux chauffées, mieux éclairées. Avec lui encore, émergent des milliers de produits devenus indispensables à notre vie quotidienne. Plastique, textile, ordinateurs ou médicaments.
Depuis 150 ans, nous vivons dans l'ère du pétrole. Chaque jour, nous en consommons 14 milliards de litres. Il est devenu un enjeu fondamental pour l'humanité. Le pétrole, il devient de plus en plus rare. Il est aussi de plus en plus cher. Il contribue au réchauffement climatique. Tout ça, ce n'est pas viable à long terme. Voilà pourquoi nous sommes partis aux quatre coins du monde. Pour comprendre comment notre dépendance au pétrole nous oblige désormais à aller le chercher toujours plus loin, à aller creuser toujours plus profondément. Vous voyez là, on creuse à 3 km de profondeur pour trouver du pétrole. Cette soif de pétrole n'est pas sans risque pour la nature. Elle provoque des marées noires gigantesques, des émissions de gaz polluants, une menace pour notre environnement et pour notre vie. Il va y avoir prochainement 80 puits supplémentaires autour du lac. Et je suis vraiment inquiète de la contamination de l'eau que pourrait causer le pétrole ici. Cette quête effrénée a aussi une autre conséquence. Un peu partout sur la planète, les gisements s'épuisent. D'ici 15 ans, on va commencer à manquer de pétrole. Alors nous avons cherché à savoir quelles alternatives existent aujourd'hui. Quelles solutions écologiques sont mises en œuvre pour réussir à se déplacer, à se chauffer, à s'éclairer, bref, à vivre sans pétrole. Ce qui est formidable quand on vit dans ce quartier, c'est de pouvoir recycler nos poubelles pour en faire une source d'énergie. Un voyage qui nous a conduits là où certains ont trouvé les matériaux et les technologies de demain qui permettront un jour de se passer complètement de l'or noir. Dans cette eau, oui. il y a ce qui va faire marcher les voitures de demain. Ouais, c'est ça. En quelque sorte, les voitures de demain, ouais, c'est ça. Des déserts du Chili jusqu'aux grandes plaines des États-Unis. My name is Guy. Guy? Yeah. Des hauts plateaux boliviens jusqu'au quartier écolo de Stockholm. Nous avons enquêté pour répondre à une question qui nous concerne tous. Bye. Comment est-il possible, dès aujourd'hui, de vivre sans pétrole ? Notre enquête sur le pétrole commence à moins d'1 heure de Paris, dans les immenses plaines de Seine-et-Marne. Ici, on fait principalement pousser des céréales, mais ce qui intéresse Emmanuel Mousset n'a rien à voir avec l'agriculture. Ce géologue dirige une société américaine de prospection pétrolière. Car du pétrole, cela peut paraître surprenant, mais il y en a dans notre sous-sol, ici, en France. Alors, vous voyez que là, on a une couleur un peu brune. Donc ça, c'est un mélange d'eau et de pétrole. Voilà, donc on voit le pétrole qui surnage. C'est un pétrole de bonne qualité. Hein. Un pétrole de bonne qualité est facilement accessible. Mais ce pétrole, nous en avons très peu en France. À peine 1% de nos besoins annuels. Le reste, tout le reste, nous l'achetons à l'étranger. Il provient principalement des gisements du Moyen-Orient, premier fournisseur mondial. Une facture énorme qui ne cesse de flamber. Au point que les prix de l'essence sont devenus une obsession pour la plupart des Français quand ils vont faire le plein. Dans ma voiture, avant, je mettais 45 € d'essence, maintenant j'en mets 55. Ça fait 10 € encore en plus d'écart en 6 mois de temps. Notre pouvoir d'achat, il ne cesse de baisser, donc on se demande si un jour on pourra continuer à rouler. 1,50 € le litre en moyenne, c'est presque 2 fois plus cher qu'il y a 10 ans. La tendance ne fait que monter et ce n'est pas près de s'arrêter comme l'annonçait il y a peu le patron de Total. Il n'y va pas par 4 chemins, le patron de Total. Ce matin, l'essence à 2 € le litre. On y va tout droit, ça ne fait aucun doute. La vraie question, c'est quand ?
2 € le litre. Pour limiter cette hausse des prix, il y aurait peut-être une solution. Découvrir de nouveaux gisements chez nous, en France. Et c'est justement ce que certaines sociétés pétrolières pensent avoir trouvé ici, sous les champs de Seine-et-Marne. Un autre gisement, gigantesque, bien plus profond que celui exploité actuellement. Un gisement démesuré qui fait rêver Emmanuel Mousset. On peut penser qu'il y a quelques milliards de barils peut-être à récupérer sous nos pieds, dans le bassin de Paris, dans ces réservoirs-là. Incroyable! Jusqu'à 100 milliards de barils, selon les experts, dormiraient ainsi dans les sous-sols de l'Île-de-France. Mais un pétrole d'un genre nouveau, qu'il faut aller chercher beaucoup plus loin, sous la surface. Un pétrole que l'on ne savait pas exploiter jusqu'à maintenant, car il est contenu dans une roche très dure, le schiste. Une roche qui contient du pétrole mais aussi du gaz. C'est ce qu'on appelle le pétrole et le gaz de schiste. Et il y en aurait des quantités considérables aux 4 coins de la planète. En Europe, par exemple, on en trouve notamment en Allemagne, en Pologne, en Roumanie, en Hongrie. Rien qu'en France, ce nouveau pétrole de schiste à lui seul permettrait de multiplier par 10 notre production annuelle. Mais contre toute attente, ces nouvelles sources d'énergie suscitent la polémique un peu partout dans le monde. Non au gaz de schiste. Ici au Canada, ou bien en France, la mobilisation est générale. Élus et habitants dénoncent un risque environnemental. Et ce qui a provoqué cette levée de bouclier, c'est un documentaire américain spectaculaire. Gazland, un film sur les méthodes d'extraction du gaz de schiste aux États-Unis, et une image qui a fait le tour du monde. Whoa, Jesus Christ. De l'eau du robinet qui prend feu. Pour le réalisateur du film, cela signifierait que les compagnies américaines polluent les réserves d'eau potable en voulant extraire le gaz de schiste. Mais qu'en est-il pour son cousin, le pétrole de schiste, cette réserve colossale qui dormirait sous les champs de Seine-et-Marne? Est-il aussi dangereux à récupérer que le gaz de schiste? Ou bien peut-il être chez nous, en France, le gisement providentiel qui pourrait faire baisser le prix de notre essence? Nous partons vers un lieu qui détient les réponses à toutes ces questions. L'État du North Dakota, aux États-Unis. Le premier pays au monde à avoir exploité le pétrole de schiste. Le Dakota du Nord est immense, grand comme un tiers de la France. À perte de vue, des champs agricoles dédiés aux cultures de céréales. On pourrait se croire dans les paysages de Seine-et-Marne. La différence, nous la découvrons en arrivant dans la capitale de l'État, Bismarck. Une ville qui ressemble aux bourgades de l'Amérique profonde. Mais depuis quelques années, le North Dakota vit une révolution. Cet État très pauvre est devenu l'un des plus riches d'Amérique. Car dans les champs, voilà ce qui pousse. Ce sont les puits de pétrole. Il y en a 3 nouveaux chaque jour qui apparaissent dans le paysage. On en croise partout dans le North Dakota. Depuis quelques années, ils font la fortune de milliers d'habitants. Parmi eux, Larry Listat, un ancien enseignant. Ses revenus aujourd'hui ne proviennent pas de sa retraite, mais d'une source beaucoup plus généreuse qui se trouve sur ses terres. C'est un des vôtres? Ouais. Et ça produit du pétrole. Ouais. Et même quand ça bouge pas. Il y a tellement de pression là en dessous. Quand on creuse la première fois, il n'y a même pas besoin de pomper les 2 ou 3 premières années. Si c'est un bon puits, le pétrole sort tout seul. Regardez ces flammes des torchères. Il y a tellement de pression qu'il n'y a même pas besoin de pomper.
C'est grâce à ce puits et 3 autres comme celui-ci que Larry est devenu millionnaire. Une histoire qui ressemble à celle de bien d'autres familles dans la région. À Stanley, petite bourgade de 5000 habitants, ils sont plusieurs dizaines à avoir loué leurs terres aux compagnies de forage. Mais ici, cela n'a pas vraiment modifié le train de vie de ces nouvelles fortunes du pétrole. Pour Larry et sa femme Violette, tout a commencé il y a moins de 10 ans, lorsqu'une société pétrolière les a convoqués et leur a montré une carte avec la localisation des futurs puits. Quand on a vu sur leur carte accrochée au mur tous les points qui représentaient des projets de puits, en plein sur nos terres. Là, on était tout excités. Hein. Combien? 4. 4. On s'est dit, c'est nos terrains, les nôtres. C'est là où on a réalisé ce qui se passait. Le pétrole fut pour eux comme un ticket de loto gagnant. Du jour au lendemain, leurs revenus ont été multipliés par 30. Combien pensez-vous toucher en moyenne par jour? Je dirais un peu plus de $1000 par jour. $1000 par jour? Oui, je pense que c'est ça. Ah, pas mal. Oui, c'est mieux que de travailler. Soit $30 000 par mois sans travailler, et cela pendant un demi-siècle. D'après nos estimations, Larry et Violette devraient toucher au total jusqu'à $20 millions. Le pétrole de schiste est en train de bouleverser toute une région. Il a non seulement créé des millionnaires, mais a aussi généré un gigantesque boom économique. Le Dakota du Nord est aujourd'hui l'État américain où le chômage n'existe plus. Des travailleurs à court de tout le pays, c'est la ruée vers l'or noir. Pour se loger, ils sont obligés de s'installer dans des habitations improvisées, comme cet immense champ de mobil-home. Car la région est débordée par son succès. Nous n'allons pas tarder à en faire les frais lors de notre voyage. Hello. Is there anyone here? Pour notre équipe, impossible de dormir dans un hôtel. Ils sont tous complets, occupés par les travailleurs du pétrole. Nous sommes donc obligés de nous rabattre sur ce camping-car. Mais un camping-car avec tout le confort à l'américaine. Alors c'est notre chambre d'hôtel. Hey, ça c'est votre chambre d'hôtel à roulettes. Ça c'est le lit. Là il y en a un autre et encore un autre au fond. Ça c'est un lit? Je vais vous montrer. Quand il n'y a pas assez de place, il suffit de pousser les murs. C'est d'ailleurs ce que tout le monde essaie de faire ici. C'est le grand problème l'immobilier en ce moment. Il y a plus de 3000 personnes qui recherchent un logement. À cause de l'industrie pétrolière? Ouais, à cause de tous ces travailleurs qui cherchent à se loger. Il y a 2 hôtels qui viennent juste d'ouvrir dans le coin. Et les compagnies pétrolières les ont déjà loués pour 2 ans. Donc il n'y a aucune chambre de libre pendant 2 ans? Exactement. Incroyable ce truc. Nous héritons d'un véhicule aussi grand qu'un bus parisien. Pas très pratique à manœuvrer. Oh la vache! C'est énorme! Des hôtels complets, du boulot pour tout le monde, des nouveaux millionnaires. Voilà ce qui nous frappe ici. Une situation dont nous aussi en France, nous pourrions rêver avec nos nouveaux gisements. Mais derrière ce tableau idéal, nous voulons comprendre dans quelles conditions le pétrole de schiste est exploité ici et s'il y a un impact sur l'environnement. Craig Slawson est un des pionniers de cette industrie. À 53 ans, il est l'un des plus gros producteurs d'or noir du Dakota. Il possède une centaine de puits. Ce jour-là, une étape cruciale, celle du forage. Pour réussir le forage, il faut faire tourner le tuyau dans ce sens. C'est la machine à eau qui le permet. Pour extraire ce pétrole de schiste, impossible d'utiliser les mêmes méthodes de forage que pour le pétrole classique. Voilà comment ça se passe. Pour un gisement classique comme au Moyen-Orient, il suffit de creuser verticalement sur quelques centaines de mètres pour atteindre les couches de roches qui contiennent le pétrole. Il sera ensuite pompé vers la surface. Mais ici, les équipes de Craig Lawson doivent utiliser une toute autre technique.
Une technique plus compliquée et bien plus risquée pour l'environnement. À ce jour, c'est la seule méthode maîtrisée pour récupérer le pétrole de schiste comme celui que nous avons en France. D'abord, il faut forer à la verticale, beaucoup plus profondément, à 3000 mètres, puis à l'horizontale, sur plusieurs kilomètres de longueur. Ensuite, on injecte un liquide que l'on envoie dans le puits à très haute pression. Objectif, fissurer cette roche très compacte sur plusieurs centaines de mètres, pour en libérer les millions de gouttes de pétrole qui y sont coincées. C'est ce qu'on appelle la fracturation hydraulique. Mais cette technique présente de graves inconvénients pour l'environnement. C'est ce que nous révèle notre enquête. Nous partons là où se déroule tout ce processus de fracturation, juste à côté du puits de forage principal. La première chose que nous remarquons, c'est cette file interminable de camions-citernes. Sur le site, la logistique est considérable. Voici le puits à partir duquel on va injecter tout le liquide pour fissurer la roche. Une mixture dont Jolie, le responsable du chantier, connaît la recette par cœur. Si vous voulez, je peux vous emmener par là-bas pour vous expliquer. Ça sera mieux. Et parmi les ingrédients principaux, il faut un cocktail de produits chimiques hautement toxiques qui se trouve stocké dans ces réservoirs en plastique. Les étiquettes sont sans équivoque. L'étiquette rouge, là, elle signifie que le contenu est très inflammable. Vous ne devez pas approcher la moindre flamme. Celui à l'étiquette noire, c'est un corrosif. Ça veut dire que si ma main touche ces produits, c'est corrosif pour les métaux et pour la chair humaine. Ça veut dire que j'aurai plus de main, quoi. Ouais, c'est vraiment pas bon. Ça vous brûlerait. Jolie utilise 8 produits chimiques différents injectés grâce à un système de pompe. Mais le principal composant du cocktail est stocké dans ces réservoirs jaunes. Il s'agit de l'eau. Le problème, c'est qu'il faut des quantités astronomiques d'eau pour que l'opération fonctionne. Et c'est dans ce camion transformé en quartier général high-tech que nous allons nous en rendre compte. Bonjour. Joël est le responsable de la fracturation hydraulique. Avec ses ingénieurs, il surveille la consommation d'eau. Pour l'évaluer, il faut sortir la calculatrice, car même le chef se perd dans ces chiffres démesurés. Ça fait 50 000 barils fois 42... non, 55 000 divisé par 110. Le résultat est spectaculaire. Ça fait 8 millions de litres pour ce puits. 8 millions de litres d'eau? Ouais, c'est ça, 8 millions de litres d'eau. C'est l'équivalent de 3 piscines olympiques pour un seul puits. Et il y a dans la région 2600 forages comme celui-ci. Honnêtement, au final, si on additionne toutes les fracturations hydrauliques et le besoin de creuser toujours plus pour répondre à la demande, inévitablement vous allez être à court d'eau. Si vous faites le calcul... Franchement, on n'utilise pas beaucoup d'eau. Non, franchement. Il peut pas comprendre, il n'est pas du métier. Bon, enfin, ça fait 8 millions de litres d'eau. Ouais. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas revenir au charbon. C'est quoi la solution? On peut pas revenir au charbon. Faut continuer à creuser. On creuse jusqu'à ce qu'on trouve de quoi remplacer le pétrole. 8 millions de litres d'eau, 100 000 litres de produits chimiques par fracturation hydraulique. Voilà donc le premier impact de cette technique sur l'environnement. Si nous voulions extraire du pétrole de schiste en France, nous serions obligés d'utiliser cette méthode. Et notre enquête sur cette technique va nous conduire de surprise en surprise sur les dégâts qu'elle occasionne. Car après la fracturation, 80% du cocktail injecté remonte du puits. Et c'est un liquide hautement toxique dont on ne sait pas quoi faire. Les compagnies le stockent d'abord quelques mois dans ces bassins de rétention. Vu du ciel, voilà ce que ça donne. Des bassins d'eau polluée, il y en aurait 6 nouveaux créés chaque jour. Ils sont censés être étanches, mais on voit bien que certains présentent des fuites.
Ici, les eaux toxiques polluent le sol à quelques mètres d'un champ agricole. Plus grave, les oiseaux qui se posent sur ces bassins ont peu de chances de survie. Les résidus de pétrole alourdissent leurs ailes et les empêchent de décoller. Ils vont mourir noyés. Mais à entendre les industriels comme Craig Slawson, ces retenues d'eau ne poseraient aucun problème. Vous voyez, c'est tapissé avec une bâche en plastique très épaisse. Il n'y a aucune infiltration possible dans la terre. Et puis on met des petits drapeaux pour effrayer les oiseaux, pour les empêcher de venir ici. Et par ailleurs, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des émanations? Non, parce que, imaginez, si l'eau s'évapore, les produits chimiques resteront au fond. Mais les produits chimiques, ils peuvent pas s'évaporer avec l'eau? Non, je pense pas. Pour Craig Slawson, il n'y a donc pas de problème. Mais si demain, le pétrole de schiste devait être extrait en France, quels risques les habitants voisins de ces exploitations pourraient-ils courir? Dans le Dakota, certains qui vivent à proximité des puits de pétrole, eux, ont un avis tranché sur la question. Il existe une ferme qui a depuis peu un nouveau voisin. La maison des Jorgensen se trouve à 600 mètres à peine d'un puits de pétrole flambant neuf. C'est ici que vit Brenda, une femme d'agriculteur. Un beau matin, au cours d'une banale promenade, elle s'est rendue compte que son nouveau voisin pouvait avoir des effets sur sa santé. Je suis allée voir ma fille qui vit à côté et quand je suis rentrée, mes yeux me piquaient, me brûlaient. Puis, pendant 2-3 heures, quand j'essayais de parler, j'avais la gorge qui me grattait, toute sèche. Impossible de parler. Nous emmenons Brenda sur le site pour voir de plus près ce qui perturbe sa vie depuis quelque temps. En effet, à peine sortis de voiture, nous sommes saisis par une odeur très forte de produits chimiques. J'aime pas l'odeur, là. C'est ici que ça sent le gaz. C'est le gaz qui vient de là, c'est ça? Oui. Et comme Brenda, ils sont des centaines dans la région à vivre près de ces installations pétrolières et à redouter des effets nocifs sur leur santé. Alors, ces émanations chimiques constituent-elles une réelle menace pour tous ceux qui habitent près de ces bassins, comme ici au Dakota, ou peut-être demain en France? Pour en avoir le cœur net, nous partons à 1000 km de là. Direction Denver, dans le Colorado. Notre rendez-vous a lieu à l'école de médecine de l'Université du Colorado. Voici Daniel Teitelbaum. Il est professeur de toxicologie. Sa spécialité, l'impact des rejets industriels sur la santé des citoyens. Nous lui avons confié des résultats d'analyse d'un bassin similaire à celui de Brenda. Et voici ce que contiennent ces eaux issues de la fracturation. Mercure, barium, arsenic, cadmium, chrome, plomb, sélénium, argent. Au total, 8 composants chimiques. Et voici comment ces substances peuvent s'éparpiller bien au-delà des bassins de rétention. Ça commence comme un conte pour enfants et ça peut finir en tragédie. En hiver, en majorité, tout cela reste dans l'eau, car l'eau est gelée. Mais quand ça se réchauffe au printemps, des particules volatiles s'évaporent. Et avec le vent, ça va aller là où les gens habitent. Si ce bassin est à quelques centaines de mètres d'une habitation, il pourrait y avoir alors une dose relativement importante de ces particules volatiles qui touchent les habitants. Mais alors, quels sont les risques pour la santé des riverains d'un bassin d'eau toxique comme celui de Brenda? La réponse est peu rassurante. Je dirais que les 3 plus grands risques sont en premier s'il y a du plomb et des hydrocarbures volatiles sur une longue durée. Alors, il pourrait y avoir des dégâts neurologiques. Ensuite, il peut y avoir des problèmes sur le foie. Et en troisième lieu, des risques de cancer à cause de certains éléments, comme par exemple dans ce cas-là, il y a une teneur élevée en chrome dans ces échantillons.
Le chrome, un produit qui a déjà fait scandale et qui est à l'origine d'une affaire connue dans le monde entier. Moi, c'est Erin. L'affaire Erin Brockovich. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Erin? Hollywood en a fait un film avec Julia Roberts. Je suis venue voir des registres de l'eau. L'affaire Brockovich, c'est l'histoire d'une employée d'un cabinet d'avocats qui découvre qu'à cause d'une entreprise industrielle, l'eau potable d'une ville de Californie était contaminée par du chrome. La compagnie Pacific Gas and Electric est sommée d'assainir les rejets de déchets contenant du chrome hexavalent. Chrome hexavalent sous le site... Le chrome hexavalent, l'objet du scandale. Et la véritable Erin Brockovich va gagner un procès retentissant qui coûtera une fortune aux industriels. Mais ce chrome hexavalent, contenu dans l'eau potable des habitants de l'affaire Brockovich, est-il comparable à celui retrouvé dans les bassins de rétention du Dakota? Ce produit chimique, notre toxicologue le connaît bien. Il l'a étudié pendant des mois. Le chrome hexavalent est le même produit que celui impliqué dans l'affaire Brockovich. Si vous vous souvenez de cette affaire en Californie, j'étais le toxicologue dans cette affaire. La plupart de ces composés chimiques ont un effet au bout de 10 à 15 ans au minimum. Le problème, c'est que tous les dégâts devraient apparaître après la fermeture de ces bassins, après que le responsable de la contamination soit parti. Mais le problème demeurera pour les gens qui ont été exposés. Des effets sur la santé qui ne se feront sentir qu'avec le temps. Voilà ce que les riverains de ces installations risquent de vivre. Des craintes qui expliquent la mobilisation des citoyens contre le pétrole de schiste en France et au Canada notamment. Face à cette menace, les compagnies pétrolières affirment avoir trouvé la solution pour se débarrasser des eaux toxiques qui stagnent dans les bassins. Il ne s'agit pas de recyclage, mais d'un gigantesque camouflage. Cela se passe dans une station comme celle-ci. Les eaux toxiques sont injectées sous terre à 1 km de profondeur, sans aucune certitude sur les conséquences à long terme pour l'environnement. Alors, devant les risques écologiques générés par cette industrie, que font les autorités? Pour obtenir des réponses, nous nous rendons au ministère de l'Industrie locale, la commission de surveillance pétrole et gaz du Nord Dakota. Lynn Helms est le monsieur pétrole de l'État. C'est lui qui supervise toute l'activité pétrolière. Il y a déjà 2600 puits au Nord Dakota, un nombre qui devrait être multiplié par 10 d'ici 10 ans. Une chose est sûre, un tel développement aura un impact écologique très important. Et à ce propos, ce que va dire devant nos caméras ce haut responsable d'un État américain est pour le moins étonnant. Il y aura toujours des erreurs humaines et des accidents qui peuvent se produire. Nous, notre rôle, c'est de minimiser l'impact environnemental. Pour ça, on recherche les meilleures technologies disponibles pour empêcher autant que possible les accidents et les erreurs. Donc si je vous comprends bien, ça veut dire que le coût d'un tel développement engendre forcément un impact sur l'environnement, c'est ça? Oui. Un impact que vous ne pouvez pas empêcher? Oui. On ne peut pas totalement l'empêcher. On peut tout au plus le minimiser. Inévitablement, si vous installez 26 000 puits de pétrole dans la nature, vous allez forcément perturber l'environnement pendant un certain temps. Et ça vaut vraiment le coup? Je suis sûr que oui. Ce haut fonctionnaire l'admet lui-même. Malgré les dégâts sur l'environnement, le pétrole de schiste est bien trop vital pour que les États-Unis acceptent de s'en passer. En France, sous la pression de l'opinion publique, le gouvernement a décidé d'interdire la fracturation hydraulique pour les pétroles et gaz de schiste. À ce jour, c'est le seul pays au monde à avoir pris une telle décision. Mais partout ailleurs sur la planète, cette soif de nouveau pétrole nous pousse à aller chercher
toujours plus loin. Désormais, on creuse des puits en mer à plus de 3 km de profondeur, au risque de provoquer des catastrophes écologiques majeures, comme ce fut le cas dans le golfe du Mexique en 2010. On bouleverse les paysages pour extraire le pétrole mélangé à la terre du Canada, mais pour y arriver, il faut raser des milliers d'hectares de forêt et ravager des régions entières. Si le monde est prêt à accepter toutes ces conséquences écologiques, c'est parce que la demande d'or noir ne cesse d'augmenter. Chine, Inde, Brésil. Aujourd'hui, les classes moyennes des grands pays émergents veulent consommer autant de pétrole que nous. Et de l'Orient à l'Occident, pour rouler, pour naviguer, pour voler, pour construire, nous le consommons tous de la même façon, sans modération, comme si c'était une ressource inépuisable. Pire, nous le gaspillons. Pour s'en rendre compte, nous avons rendez-vous au bout de cette petite route alsacienne, dans le petit village de Sassenheim. C'est dans cette maison que vivent Raphaël et sa famille. Il y a 9 ans, il a acheté cette grande bâtisse de 160 mètres carrés. Comme beaucoup de maisons individuelles, Raphaël est chauffé au fioul, un dérivé du pétrole. Ah, cette cuve, c'est ma misère. Il faut que je la remplisse tous les ans. Il y a du fioul pour chauffer ma maison. On l'a rempli en automne et on a consommé, on en a là. J'espère que ça va encore me suffire pour faire l'eau chaude de l'été. En 6 mois, il a déjà consommé plus de la moitié. Une facture de 1 600 € par an pour 2000 litres de fioul. On est là. Raphaël est bien décidé à faire baisser la note. Et pour cela, il a fait appel à Christophe Beaune, un spécialiste de l'isolation. L'expert commence par faire un tour de la maison, muni d'une caméra thermique qui détecte les zones froides. Par exemple, sur les doubles vitrages de la cuisine. Ah ouais, c'est tout bleu là. On voit donc bien les. En haut, hein. Voilà, donc c'est vraiment de l'air froid qui rentre par la fenêtre. Les infiltrations d'air froid autour des fenêtres refroidissent toute la maison. Pour compenser, il faut donc consommer plus de fioul. Mais il y a plus inquiétant encore. Ce sont les fuites d'air chaud à travers les murs, car ils sont censés être parfaitement étanches. Là encore, l'expert va faire une démonstration étonnante à Raphaël. C'est le test de la porte soufflante. Le technicien installe un puissant ventilateur à la place de la porte d'entrée. Il sert à chasser l'air vers l'extérieur. Puis, pour visualiser les fuites d'air chaud, il va enfumer toute la maison avec une machine de boîte de nuit. À l'extérieur, ambiance garantie. Oh yeah, ça fume. Oh yeah, ça fume partout. On dirait qu'il y a un problème, quoi, une passoire. Hein. Cette fumée emprunte le même chemin que le chauffage de Raphaël. Ça sort, hein, comme s'il n'y avait rien. Nos maisons sont de vraies passoires. Et c'est de cette façon que Raphaël, comme des millions d'autres Français, gaspille, sans le savoir, des centaines de litres de fioul chaque année. Du pétrole, littéralement, jeté par les fenêtres. Et pourtant, cette ressource s'épuise, nous le savons tous. C'est aussi la raison pour laquelle le pétrole coûte de plus en plus cher. Alors, dans un tel contexte, est-il possible de s'en passer? À moins de 3 heures de Paris, un pays est en passe d'y arriver. Ce pays, c'est la Suède. Nous arrivons à Stockholm, une capitale de 800 000 habitants. En plein centre-ville, de grands lacs, si propres que l'on peut même s'y baigner. Des kilomètres de pistes cyclables, parfaitement intégrées dans le paysage urbain. En quelques décennies, Stockholm est devenue la ville emblématique de l'écologie. Comme nous, les Suédois n'ont pas de pétrole. Pourtant, eux mettent tout en œuvre pour se passer d'or noir dans leur vie quotidienne.
Voici le cadre de vie de Jessica, une jeune mère de famille. À première vue, ces immeubles ne semblent pas très luxueux. Pourtant, Jessica habite dans un quartier résidentiel le plus écolo de Stockholm. Ici, tout a été pensé pour se passer de pétrole au quotidien. Et plus fort encore, chacun produit tous les jours de l'énergie pour lui-même et ses voisins. Nous allons nous en rendre compte dans l'appartement de Jessica et sa famille. Dehors, il fait 12 degrés. À l'intérieur, il fait 24 et les radiateurs sont à l'arrêt. Alors, comment on se sent dans un appartement suédois quand il fait aussi froid dehors? En fait, on ne se rend même pas compte qu'il fait froid dehors. C'est ça qui est bien ici. Dans l'un des pays les plus froids d'Europe, le chauffage n'existe pratiquement pas chez Jessica grâce à quelques astuces toutes simples. Cela commence par les fenêtres. De vraies murailles pour empêcher la chaleur de s'échapper. Ici, l'air frais ne rentre pas. Il est stoppé net par cette première fenêtre. Derrière, un double vitrage très performant empêche la chaleur de sortir. Entre les deux, une couche d'air qui isole parfaitement l'appartement de l'extérieur. Du coup, Jessica n'utilise pratiquement jamais son chauffage, même en hiver. En fait, on ne chauffe presque pas. Dans certaines pièces, on n'a pas utilisé les radiateurs de l'hiver, alors que cet hiver, il a souvent fait moins 25 degrés. Et quand elle décide de faire marcher ses radiateurs, le plus incroyable, c'est que c'est Jessica elle-même qui produit la matière première pour se chauffer. Ça se passe en cuisine, lorsqu'elle prépare les repas de la famille. Sous son évier se trouvent les poubelles. Elles semblent ordinaires, mais pour elle, elles sont très précieuses. Et ça, c'est le plus sale. Vous savez, le reste des déchets comme les couches. Et tiens, par exemple, l'emballage de ma glace d'hier soir. Cette poubelle, dans ce sac en plastique rose, contient tout ce qui n'est pas recyclable. A priori, des déchets inutiles. Et pourtant, les Suédois, eux, ont réussi à les transformer en un gisement d'énergie. Pour le comprendre, il faut suivre Jessica au pied de son immeuble. Dans ce quartier, chaque bâtiment est équipé de ces drôles de trappes en forme de coffre-fort. C'est ici que les habitants viennent déposer leurs ordures. Il y a une trappe pour chaque type de déchets. Là, par exemple, c'est pour les déchets organiques qui serviront de compost. Et celle-ci, c'est pour y déposer les déchets avec lesquels on va produire de l'énergie et qui remplacent le pétrole. Et ça, c'est la trappe à ordures. Qu'est-ce que c'est? Bien, les ordures, quoi, comme les couches et les déchets non recyclables. Les déchets qui ne servent à rien. Oui, c'est ça. Jessica vient d'envoyer sa poubelle dans un gigantesque réseau souterrain de tuyaux collecteurs d'ordures. Les déchets passent par une cuve de stockage et sont ensuite aspirés par un camion qui se trouve de l'autre côté du quartier. Ensuite, ce camion va acheminer les poubelles de Jessica et de tous les habitants en périphérie de la ville, jusque dans cette usine. À partir de là, les 800 tonnes d'ordures collectées chaque jour dans la capitale finissent ici, où elles vont être transformées en énergie. Nils, le responsable des déchets à la mairie de Stockholm, y veille. Et voilà ce qui se passe. 24 heures sur 24, une pince métallique géante s'empare des déchets et les dépose dans un immense incinérateur. Une installation dont Nils est très fier. À l'intérieur, il fait entre 900 et 1000 degrés. 1000 degrés? Oui. La chaleur produite par ce four géant sert ensuite à chauffer de l'eau contenue dans ces gros tuyaux. Lorsqu'elle sort de l'usine, elle atteint les 100 degrés. Et c'est cette eau qui est envoyée dans toute la ville. Elle arrive au pied des immeubles, dans des chaufferies comme celle-ci. Et de là, elle monte dans les radiateurs de l'appartement de Jessica, par exemple. Comme elle, 80% des habitants de Stockholm sont chauffés avec l'énergie issue des poubelles. Ainsi, en utilisant les déchets à la place du pétrole,
Cela permet d'économiser 150 000 tonnes d'or noir chaque année. Et pour les Suédois, se chauffer sans pétrole est devenu une obsession. Car utiliser les poubelles, c'est une grosse source d'économie. D'abord, les prix du pétrole deviennent exorbitants. Or, nous n'avons pas de pétrole et il faudrait donc qu'on en importe. Et les prix ne cessent de grimper. Exactement. Donc si vous voulez, en utilisant d'autres sources d'énergie alternatives comme des poubelles, c'est plus intéressant et en plus ça pollue moins. Cette recherche constante d'énergie alternative répond à une prise de conscience. Un choix qu'ont fait les Suédois il y a 40 ans à cause d'un événement qui les a traumatisés. Nous sommes en 1973, au Moyen-Orient, c'est un coup de tonnerre. Les principaux pays producteurs de pétrole décident d'augmenter soudainement les prix du brut. En 3 mois, le prix du baril est multiplié par 5. C'est le début du premier choc pétrolier. Il impacte tous les pays occidentaux. Mais seuls les Suédois décident de tout mettre en œuvre pour se passer le plus possible de pétrole. À partir de ce moment-là, ils vont développer massivement les énergies alternatives. Et il faut dire qu'en 1973, c'était très difficile d'être livré en pétrole. Le pétrole était hors de prix et on voulait en importer le moins possible. Comme quoi certaines catastrophes servent à avancer. En Suède, à ce jour, 45% de la population se chauffe grâce aux déchets. En France, ce système existe aussi, mais il ne concerne pour l'instant que 2% des Français. Et pour se passer de pétrole au quotidien, il y a un autre domaine où la Suède va encore beaucoup plus loin que la France. C'est celui des transports. Pour faire marcher les voitures, une source d'énergie inimaginable est apparue récemment dans le pays. Pour trouver cette énergie, pas besoin de creuser en profondeur, ce sont les habitants eux-mêmes qui la fabriquent, naturellement. Ce procédé révolutionnaire prend sa source dans un rituel quotidien très banal. Quand la petite fille de Jessica prend son bain, elle ne se doute pas qu'elle va rendre service à des milliers de Suédois. Car dans cette eau, il y a une énergie insoupçonnée. Avec un geste aussi simple que de vider la baignoire, Andreas et tous ses voisins produisent, sans même y penser, un nouveau carburant. Comme en France, les eaux usées empruntent d'abord le chemin des égouts. Elles sont canalisées jusque sous cette colline. Dans une usine souterraine, aux allures d'abris anti-atomiques. 42 km de galerie que l'ingénieur Lassa Marlou connaît comme sa poche. C'est par là-bas? Oui. C'est immense. C'est dans ce tunnel qu'aboutit toute la matière première qui va servir à fabriquer du carburant. Bizarrement, nous ne sentons pas de mauvaises odeurs, pourtant cette eau a une origine peu glorieuse. C'est l'eau de nos chasses d'eau. Cette eau, elle a été dans les toilettes de quelqu'un. Ah d'accord, c'est l'eau des toilettes qui est ici. Eh oui. C'est pourtant cette eau dégoûtante qui a inspiré à Lars un projet incroyable. Il y a 25 ans, il a eu l'idée d'utiliser cette matière organique repoussante dont personne ne voulait. Car il a découvert qu'elle recelait un fort pouvoir énergétique. C'est plutôt une bonne chose de voir qu'un problème de déchets peut se transformer en solution, qu'on peut en faire une vraie source d'énergie. Pour libérer cette énergie, les eaux dégoûtantes des toilettes vont être séparées. Et ce sont les excréments que cet ingénieur va utiliser. Partout en Europe, ces boues sont un casse-tête qui coûte très cher à traiter. Mais Lars, lui, a trouvé le moyen de les transformer en carburant. Pour cela, il l'envoie dans de grandes cuves enterrées dans la roche. On appelle ça des digesteurs, des estomacs géants chauffés à 37 degrés. Dans ces digesteurs, on trouve des millions de micro-organismes voraces qui raffolent de ces boues. Elles vont leur servir de nourriture et en les digérant,
il rejette un gaz précieux, le méthane. Il devient alors ce qu'on appelle le biogaz, un carburant propre. « 18 000 mètres cubes de gaz sont ainsi récupérés, concentrés et envoyés chaque jour sur le réseau. Ce carburant va être aussitôt utilisé juste à côté d'ici, dans la station-service des bus de Stockholm. Ce jour-là, ce chauffeur de bus vient faire son plein habituel avec une drôle de pompe. Ça ne fait que 7 ans que ce carburant est en circulation, mais déjà 10% des bus de la ville roulent avec du biogaz. Nos eaux usées offrent ainsi un carburant potentiellement disponible dans toutes les grandes villes du monde, même chez nous, en France. On peut produire ce carburant n'importe où alors? Bien sûr, oui. Le biogaz est produit localement. Et il y en aura toujours. Aussi longtemps qu'on ira aux toilettes et qu'on se nourrira, on aura la maîtrise de cette ressource. C'est vraiment l'énergie du futur. En Suède, 30 000 véhicules roulent déjà au biogaz. Il faut dire que toutes les voitures qui roulent avec du pétrole sont lourdement taxées, jusqu'à 1 500 € par an. En choisissant un véhicule avec un carburant vert, il n'y a pas de taxe. Et c'est ce qui a décidé Olof, chauffeur de taxi depuis 45 ans, à troquer son vieux taxi au diesel contre une voiture au biogaz. Quand ces voitures ont été lancées, qu'est-ce que vous en avez pensé? Franchement, au début, j'étais assez sceptique, mais maintenant, je pense que ça va vraiment dans le bon sens. À cause de l'environnement et des économies? Oui, à cause des économies réalisées et tout ça. Ce taxi émet 20 fois moins de particules polluantes dans l'atmosphère. Et au moment de faire le plein, il y a encore une autre bonne nouvelle. Chaque litre pompé lui coûte 10% moins cher que de l'essence. Et quand Olof démarre, vous pouvez me montrer? Comme ça. Ouais, c'est juste ici, là. Et il n'y a aucune fumée d'échappement. Il est là, le pot? Vous pouvez accélérer? C'est incroyable. Ouais. Ça ne sent même pas les poubelles. En 20 ans, Stockholm a ainsi réussi à diminuer de 25% ses émissions de gaz à effet de serre. C'est la seule capitale européenne qui soit parvenue à un tel résultat. Et elle fait figure d'exemple. Car rouler autrement, rouler différemment en se passant d'essence est devenu une priorité. De New York à Moscou, de Rio à Bombay, partout sur la planète, le nombre de voitures explose. Il y a déjà plus d'1 milliard de véhicules en circulation dans le monde. On en prévoit le double d'ici 30 ans. Rien qu'à Pékin, il se vend chaque jour plus de 2000 voitures. À ce rythme, nul doute que l'or noir ne suffira bientôt plus à faire rouler tout le monde. Alors face à cette consommation effrénée, on cherche par tous les moyens des alternatives au pétrole. On a lancé la fabrication de biocarburants avec des plantes, du maïs, de la canne à sucre, de la betterave et bien d'autres végétaux. Le problème, c'est qu'on a besoin de ces terres pour produire notre nourriture et que les étendues cultivables seraient de toute façon insuffisantes pour fabriquer tout le carburant nécessaire. Mais aujourd'hui, les constructeurs auto pensent avoir trouvé la solution, une voiture qui roule sans pétrole. Sur la Côte d'Azur, les habitants de Nice peuvent désormais l'utiliser. Philippe a choisi de rouler dans ce nouveau véhicule. Ça accélère bien, c'est totalement silencieux, ça se comporte comme une voiture normale. S'il nous donne ces impressions, c'est parce que cette voiture ne marche pas à l'essence, mais à l'électricité. Et chaque fois qu'il stationne, il en profite pour faire le plein d'énergie. Voilà à quoi ressembleront
les stations-service du futur. Qu'est-ce que c'est, ça? La prise de rechargement. Donc on a juste à la brancher à la voiture, comme on irait faire le plein de sa voiture normale, essence. Et pour recharger, il faut brancher cette prise un peu curieuse. Des véhicules électriques aujourd'hui, il n'y en a que 8000 qui roulent en France. Mais d'ores et déjà, la plupart des constructeurs mondiaux se sont lancés dans cette nouvelle bataille pour le véhicule de demain. La voiture électrique, c'est la star attendue dans le monde entier. Il suffit de se balader dans les grands salons de l'auto de la planète pour s'en rendre compte. De Paris à Pékin, elle est exhibée sur tous les podiums. Tantôt voiture de sport, tantôt citadine, version berline ou même voiture de luxe. Tout le monde l'annonce comme le véhicule des 20 prochaines années. Mais pour faire en sorte que nous l'adoptions, il va falloir régler un petit problème. Dans cette usine du nord de la France, un constructeur a lancé la production en série des premières voitures électriques. Sur la chaîne, en apparence, il n'y a aucune différence. Ce qui change se trouve bien caché à l'intérieur. C'est ce gros bloc de 150 kg, la batterie électrique. C'est ce qui remplace le réservoir à essence. Elle permet de stocker l'électricité pour rouler. Tout l'enjeu pour les constructeurs, c'est d'avoir une batterie capable de stocker le plus d'énergie possible pour rouler le plus longtemps possible. Pour cela, il faut utiliser une ressource naturelle indispensable. Sans elle, l'avenir de la voiture électrique est compromis. Cette matière première, c'est le lithium. Un métal ultra léger qui flotte sur l'eau. Un métal tout mou qui se coupe comme du beurre. Pour faire rouler une voiture électrique, il en faut énormément. En moyenne, 15 kg par batterie. Voilà pourquoi ce métal va devenir si stratégique. Mais le problème, c'est que cette matière est loin d'être facilement accessible. Et l'extraire de la Terre n'est pas sans conséquence sur notre environnement. C'est ce que nous allons découvrir au cours de notre enquête. Nous partons là où le lithium est convoité par les constructeurs du monde entier. En Amérique latine, à cheval sur 3 pays. Le Chili, l'Argentine et la Bolivie. Dans une zone qu'on appelle le triangle du lithium. 80% du minerai le plus pur, celui qui est utilisé pour nos voitures, est concentré dans cette zone. Un Eldorado où se joue notre énergie de demain. À 12 heures de vol de la France, le long de la cordillère des Andes, au nord du Chili, nous atterrissons dans le désert le plus sec au monde. Le désert d'Atacama. On se croirait sur une autre planète. À 2500 mètres d'altitude, un territoire de tous les extrêmes. Température -5 la nuit, +30 le jour. Et au milieu de ces paysages grandioses, des usines à ciel ouvert. C'est ici que l'on produit la majorité du lithium mondial. Si nous sommes venus jusque dans cette région du bout du monde, c'est que nous voulons comprendre dans quelles conditions est extrait ce lithium. Bonjour. Ouais, bonjour. Comment allez-vous? Nous avons rendez-vous avec Eduardo Morales, un ingénieur chilien. Il est venu explorer la zone il y a 30 ans. Depuis, il dirige l'une des plus grosses usines de production au monde. Sur la route vers le site, une vision nous saisit. En face de nous, une chaîne de montagnes très impressionnante, des volcans. Tu vois là, autour de nous, il y a une vingtaine de volcans. Il y en a qui montent jusqu'à 5 ou 6 000 mètres d'altitude.
Et ils sont dangereux? Ah, beaucoup sont encore actifs, hein. Faut les surveiller en permanence. Incroyable. C'est d'une beauté hallucinante. So beautiful. Ces volcans sont à l'origine d'un phénomène naturel, commencé il y a des millions d'années. Un phénomène qu'Eduardo Morales connaît sur le bout des doigts. Tu vois là-bas la neige, là-haut sur les volcans. Elle fond en été et toute cette eau va descendre des montagnes en entraînant avec elle des sels minéraux qui vont se retrouver sous ce désert. Donc en fait, c'est du volcan que l'eau s'écoule et elle arrive ici avec plein de sels minéraux, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement ça. Ce désert de sel, c'est ce qu'on appelle ici un salar. Il paraît tout sec à la surface. En réalité, il est gorgé d'eau en sous-sol. Une eau riche en sels minéraux comme du lithium. C'est ce trésor qu'Eduardo convoite et il affleure parfois à moins d'1 mètre. Là-dedans, il y a du lithium, il y a tout un tas d'autres éléments, du sodium, du calcium, du sulfate, du magnésium. Et donc dans cette eau? Oui, dans cette eau, oui. Il y a les batteries des voitures de demain. Ouais, c'est ça. En quelque sorte, les voitures de demain, ouais, c'est ça. Juste ici. Ouais, là. Dans cette eau gorgée de lithium, il y a donc la matière première indispensable à nos voitures électriques. Mais pour l'obtenir, il va falloir l'extraire hors de cette eau souterraine. C'est la mission d'Eduardo. Pour cela, il a créé une usine à ciel ouvert en plein désert. Et vu d'en haut, voilà à quoi cela ressemble. À perte de vue sur le salar, des alignements de piscines géantes, bleues, turquoises ou verts. Les couleurs semblent surnaturelles. Elles sont le résultat d'un processus qui s'étale sur 2 ans, pour en sortir, au final, le lithium. Mais au départ, comme pour le pétrole, tout commence par une histoire de puits. Hola, señor. Protégé du soleil par une cagoule, c'est Pablo qui s'en occupe. Dites-moi, ça sert à quoi cet engin? Alors ça permet de descendre à 120 mètres de profondeur. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on puise cette eau pleine de lithium et on va la verser dans une grande piscine juste à côté. Et c'est à partir de là que va commencer le processus. Et toute l'eau avec le lithium, elle va passer par ce gros tuyau, c'est ça? Ouais, c'est ça. Un système qui permet de pomper jusqu'à 200 000 litres par heure. De quoi remplir une première piscine géante. À ce stade, le lithium est encore mélangé à d'autres sels minéraux. Pour les séparer, c'est une énergie naturelle qui va agir, le soleil. Il fait s'évaporer petit à petit l'eau pour ne garder que les sels. D'abord du sel de cuisine ou bien du sel qui sert d'engrais pour la terre. Et ainsi de suite, cette eau va passer de piscine en piscine pour aboutir à un dernier bassin, celui qui contient le fameux lithium. C'est du 44? Oui, c'est ça, du 44. C'est pour aller dans le bassin? Là-bas. Et on peut y aller, ça craint rien? Non, pas de problème, suivez-moi. Mais pour pénétrer dans l'ultime bassin, mieux vaut s'équiper. Au choix, on peut enfiler des bottes ou une combinaison. Enfin, de quoi éviter de s'enfoncer dans la vase. Attention, c'est collant, hein. Mais on va pas y arriver. Vous êtes sûr qu'on peut marcher dedans? Mais oui, c'est bon. Le lithium est encore mélangé à du magnésium, qui lui donne cette couleur vert fluo et une consistance un peu particulière. C'est très... visqueux. Oui, visqueux. Comme de l'huile, exactement. À l'issue de tout ce parcours, le lithium n'est pourtant pas encore pur, mais il a déjà beaucoup de valeur. Et aujourd'hui, la demande pour cette eau, elle augmente beaucoup? Ah oui, ça c'est sûr, cette demande, elle augmente très très fort. Pour les batteries au lithium, pour la voiture électrique. Donc on peut dire que vous êtes chanceux. Disons qu'on a de la chance d'être avec le bon produit, au bon endroit et au bon moment. Dans les 5 ans à venir, Eduardo prévoit même de doubler la production de lithium. Mais pour obtenir la matière qui va équiper nos voitures, ce concentré va devoir partir en camion-citerne pour être traité ailleurs.
Car ici, il manque une ressource essentielle, de l'eau douce. C'est dans cette usine, à 300 km de là, que l'on va transformer le lithium en une substance qu'il faut laver avec de l'eau. Des millions de litres d'eau douce. Une eau indispensable pour obtenir une poudre de la qualité la plus rare. Celle qui sert de base aux batteries électriques du monde entier. Mais prélever de l'eau des montagnes n'est pas neutre ici. Le désert d'Atacama manque d'eau douce. Sur cette question, Eduardo relativise l'impact de son activité. C'est vrai, il faut laver le lithium avec une eau très pure, parce que si elle n'est pas très pure, elle va laisser des impuretés dans le produit et il sera invendable. Par exemple, pour produire 1 kg de lithium ou de poudre de lithium, vous avez besoin de combien de litres d'eau pure? D'eau pure, on va dire 1 pour 1. 1 litre pour 1 kilo. 1 litre d'eau pour 1 kg de lithium. Ouais, c'est ça. C'est pas beaucoup d'eau, c'est une faible consommation. Enfin quand même, c'est de l'eau pure, et de l'eau pure, il n'y en a pas beaucoup ici, et les populations en ont besoin, non? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le problème, c'est que dans la région, il y a déjà bien d'autres activités minières qui consomment d'énormes quantités d'eau, surtout le cuivre. Et le boom de la demande en lithium ne va pas arranger les choses. Selon un rapport officiel d'une commission gouvernementale, l'explosion de l'activité minière va entraîner un déficit extrême d'eau d'ici 2025, qui obligera à importer massivement de l'eau d'autres régions. Des tensions sur l'eau, mais aussi des répercussions sur la faune locale, comme ces flamants roses qui quittent peu à peu la région. L'impact écologique des activités minières se fait donc de plus en plus sentir. Conséquence, l'exploitation du lithium notamment est loin de faire l'unanimité dans cette partie du monde. Certains ont même décidé de faire barrage à ceux qui veulent exploiter cette matière première si vitale pour nos voitures du futur. Nous partons à la rencontre de ces opposants. Hola, señora. Buenos días. Buenos días. ¿Cuántos tienen? 1, 2, 3. Direction l'Argentine, le pays voisin. « 7 heures de bus à travers la cordillère des Andes, 4000 mètres d'altitude. Et au milieu de cette région, voici la cause d'une discorde qui risque de se révéler explosive. La région de Salinas Grande au nord du pays. Ici se trouvent des salars gorgés de lithium qui sont l'enjeu d'une véritable bataille. Un conflit qui mêle intérêt économique et enjeux écologiques majeurs. Car en 2010, l'État argentin a accordé des permis d'exploration à des sociétés dont certaines sont associées à des fabricants d'automobiles comme Toyota ou Bolloré. Mais sur Salinas Grande, un territoire immense et isolé, la plupart des 5000 habitants dispersés aux alentours ne sont pas du tout d'accord. Le bus local nous arrête à quelques kilomètres du salar. Nous avons rendez-vous à Agua Blanca, un petit village de 180 habitants. Ici vivent des Indiens des hauts plateaux depuis des générations. Aujourd'hui, les villageois se rendent à une réunion qui les mobilise tous. Ils ont été invités par une avocate, Alicia, venue spécialement de la grande ville, à 5 heures de route. Dis-lui de m'apporter les papiers. Je vais regarder ça. Pour défendre leurs intérêts face au lithium, l'avocate veut rassembler le plus d'Indiens possible. Selon elle, plus ils seront nombreux, plus ils auront de poids dans leur combat. Vous devez affirmer les droits historiques que vous avez sur vos terres. Donc demain, si une compagnie minière vient et vous dit « on va explorer », la réponse c'est non. Une minorité d'Indiens contre des compagnies et l'État argentin,
A priori, le combat est perdu d'avance. Et pourtant, il va falloir compter avec eux. Car les permis d'exploration de lithium se trouvent précisément sur les terres qu'ils occupent. Mais voilà, ils n'ont pas été consultés à l'avance comme cela aurait dû l'être. Et rien ne peut se faire sur ces terres sans leur accord. C'est ce que stipule la Constitution argentine. C'est donc cette faille juridique qu'Alicia et les Indiens vont exploiter. Ils vont attaquer l'État argentin devant la Cour suprême pour empêcher l'exploitation du lithium tant qu'ils n'auront pas donné leur avis. Bon, si on est tous d'accord là-dessus, on va mener une action devant le tribunal. Mais que ce soit bien clair, hein. On sait que c'est une lutte très inégale. On va devoir se battre contre les entreprises les plus puissantes du monde et contre le gouvernement. Mais tous ensemble, on peut y arriver, même si ça va être très difficile. Quelle que soit l'issue du procès, il y a dans l'Assemblée de farouches opposants au lithium, des habitants déterminés à aller jusqu'au bout. Comme Eulalio, par exemple. Il habite à 20 minutes du centre du village à pied. Un paysan qui a toujours vécu là. Ce qui est à moi, ça va à 4 km par là. Et par là-bas, ça va à plus de 30 km. À 30 km? Oui, au moins. Ici, on est chez nous et pour toujours, ce sera notre territoire. Donc, tu vas te battre? Oui, jusqu'au bout. S'ils entrent ici, c'est mon combat. Je mourrai pour ma terre. S'il faut mourir en se battant, je suis prêt. Je me battrai jusqu'à la fin de ma vie. Si Eulalio est aussi déterminé, c'est qu'il craint un impact direct sur son environnement. Sur ses terres, il élève des lamas et des moutons. Pour ses bêtes et sa famille, la seule eau potable vient du puits de la ferme. Un point d'eau vital est déjà menacé par une sécheresse qui s'aggrave d'année en année. Avant, je puisais à 6 mètres, et maintenant 9. Et il n'y a plus beaucoup d'eau ici? Non, c'est tout sec. Voilà, c'est pour ça que je ne veux pas des usines de lithium ici. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Les mines, elles vont puiser l'eau qu'il y a en dessous. Et elles utilisent beaucoup d'eau. Nous, on vivait comme ça depuis des milliers d'années. Et avec le lithium, ils vont tout ravager en 10 ou 50 ans. Et nous, ce qu'on veut, c'est la vie, pas la mort. Entre les Indiens et l'État argentin qui souhaite le développement du lithium, qui l'emportera? Il est encore trop tôt pour le dire, mais une chose est sûre. Cette contestation a pour l'instant retardé l'exploitation du lithium dans le Salinas Grande. L'accès au lithium n'est donc pas une mince affaire pour les constructeurs automobiles du monde entier. D'autant que cette matière première, si importante pour l'avenir de nos voitures, est devenue un enjeu qui va bien au-delà des problèmes écologiques. Désormais, cette ressource est une arme politique et économique que certains ici comptent bien utiliser. À 500 km au nord, nous arrivons à la frontière bolivienne. La première image qui nous frappe, c'est une colonne de fourmis humaines. Des centaines de gens qui vont et viennent en transportant des paquets à même le dos, les signes d'une économie de la débrouille et de la survie. Il faut dire que la Bolivie est un pays à part sur le continent. Et ça se voit dès la douane. Nous nous trouvons dans l'un des derniers États à se réclamer de la révolution marxiste et anticapitaliste. À sa tête, un ancien syndicaliste, le président Evo Morales. Dans les rues, une dure réalité se ressent partout. La Bolivie est le pays le plus pauvre du continent américain. Près d'un habitant sur deux gagne moins de 2 € par jour. Et pourtant, tout près d'ici, se trouve une richesse prodigieuse. D'une beauté incroyable. Le salar d'Uyuni. Une infinité blanche. Le relief se perd à l'horizon. Impossible d'en voir les limites. Ce désert de pur sel blanc est le plus vaste du monde.
Avec 100 km sur 150, il fait la taille de l'Île-de-France. Et sous cette immense couche de sel, la moitié des réserves mondiales du plus pur des lithiums. De quoi changer la donne mondiale. Le lithium pourrait devenir pour la Bolivie ce que le pétrole est aujourd'hui pour l'Arabie Saoudite. Une manne colossale et un instrument de pouvoir planétaire. Actuellement, ce gisement n'est pas encore exploité. Et pourtant, le monde entier le convoite. Chinois, Japonais, Coréens ou même Français. Des groupes de tout pays veulent y accéder. Mais pour l'instant, aucun n'a eu de concession, car tout dépend d'une décision qui va se prendre au plus haut niveau de l'État. Pour savoir si un jour nous pourrons profiter du lithium bolivien, nous avons un dernier trajet à faire. 7 heures de train pour arriver à La Paz. 2 millions d'habitants, entassés entre 3500 mètres et 4000 mètres d'altitude. C'est dans la capitale politique du pays que nous avons rendez-vous, avec l'homme le plus puissant après le président Evo Morales. Le ministre des Mines. C'est ici que se joue l'avenir du plus gros gisement mondial. Avec l'or, l'argent, l'étain et demain le lithium, les minerais sont le poumon économique du pays. Désolé, le ministre va avoir du retard. Il faut attendre un peu. Pendant notre attente, nous remarquons une affiche au mur qui nous intrigue. On dirait Che Guevara. Dès le bureau des fonctionnaires, le ton est donné. Ici, la révolution est toujours en cours. Bonjour. Le Che, c'est un modèle pour l'État? Oui, un modèle. Comme lui, on se bat pour la justice dans notre pays. Che Guevara, le héros de la révolution cubaine avec Fidel Castro dans les années 60. Chez nous, une icône du passé. Ici, un modèle politique toujours d'actualité. Mais selon vous, le Che, qu'est-ce qu'il penserait du fait qu'on exploite le lithium, par exemple? Je crois qu'il dirait qu'il faut d'abord préserver nos ressources naturelles. Pour lui, on ne doit pas sacrifier nos ressources pour qu'elles profitent à des entreprises capitalistes étrangères. Elles doivent d'abord profiter au peuple bolivien et à personne d'autre. La méfiance envers les entreprises étrangères est très marquée dans ce pays. Et elle pèse dans toutes ses décisions stratégiques. Nous allons nous en rendre compte avec José Pimentel, le ministre des Mines. Avec le président, il détient les clés du lithium. Sur cette carte, on peut voir les richesses de l'Amérique latine et celles de la Bolivie. C'est sûr. On a tout ce qu'il faut pour fournir la planète. En réserve, on a des millions et des millions de tonnes de lithium. Ces fabuleuses richesses ont de quoi enrichir la Bolivie et en faire une grande puissance au XXIe siècle. Mais le ministre a une inquiétude, que les entreprises étrangères en abusent, comme ce fut le cas ici autrefois. Vous savez, pendant des siècles, des mineurs, des paysans, des indigènes ont été tués. Voilà ce que nous a laissé l'exploitation impérialiste dans notre pays. Ça, ce sont les plaies encore à vif de notre continent. Un traumatisme collectif pour les Boliviens et qui remonte à très loin. En 1538, les conquistadors envahissent leur pays et font main basse sur les mines d'argent de Bolivie. Pendant 300 ans, ils vont réduire les Indiens en esclavage. Bilan de cette invasion, 8 millions de morts. Aujourd'hui, les Boliviens n'ont toujours pas oublié et depuis, la crainte des étrangers reste vive. Ce serait quoi le risque? D'être sous domination étrangère à cause du lithium, comme ce fut le cas autrefois avec les mines d'argent?
Clairement, ce serait désastreux pour nous. Au contraire, notre défi, c'est de ne plus jamais revivre ça. Et même de réussir à imposer aux multinationales de se comporter en associés, et pas juste en patrons, qui gardent tous les bénéfices pour eux et rien pour nous. 2 siècles après le pillage de ses richesses, la Bolivie fixe ses règles du jeu. Et les entreprises qui veulent décrocher un marché vont devoir se montrer convaincantes. Du côté des Français, par exemple, le groupe de Vincent Bolloré. L'industriel français investit massivement dans l'électrique. Fabrication de voitures, de batteries, service Autolib à Paris. Il y a 2 ans, quand le président Evo Morales vient en France en visite d'État, l'industriel lui propose un partenariat. Pour le convaincre, il lui promet de fabriquer les batteries en Bolivie. Et lors de la démonstration de sa voiture électrique, Vincent Bolloré montre à Evo Morales quel pouvoir le président de la Bolivie détient avec son lithium. C'est vous qui contrôlez la matière qui permet, comme l'Arabie Saoudite, pour le 21e et 22e siècle. C'est vous. Mais 2 ans plus tard, rien n'est décidé. Face à Bolloré, il y a du monde sur les rangs et la concurrence est féroce. À La Paz, le ministre des Mines en est conscient et compte bien en profiter pour faire monter les enchères. Nous, on n'a toujours pas pris de décision. Les offres sont nombreuses, il n'y a pas que les Français. On négocie avec tout le monde. Et naturellement, nous choisirons celle qui est la plus avantageuse pour le peuple bolivien. Donc, quel est le premier pays ou la première entreprise étrangère la mieux placée pour venir ici? La Chine, la Corée, la Finlande, la Suisse, et il y en a d'autres. Pourquoi pas même l'Iran? Nous verrons bien en temps voulu qui est le meilleur ami de la Bolivie. Et rien n'est donc gagné pour tous ceux qui rêvent d'exploiter rapidement le lithium bolivien. Mais si les grands fabricants de voitures acceptent ces conditions, alors les pays d'Amérique latine seront peut-être cet Eldorado qui nous permettra de rouler sans pétrole au XXIe siècle. C'est ici, sur les hauts plateaux andins, que se termine notre enquête. Notre voyage aux 4 coins du monde nous a permis de comprendre que l'ère de l'après-pétrole a commencé. Dans 15 ans, les réserves actuelles ne suffiront plus à fournir toute la planète. D'ici là, les prix ne vont cesser de monter et la pollution d'augmenter. Ce constat nous oblige à agir au quotidien, dès maintenant, pour économiser cette précieuse ressource. Nous pouvons par exemple choisir de privilégier les transports en commun ou les nouveaux moyens de déplacement mis à disposition par les villes. Des énergies de substitution sont déjà à notre portée. Comme l'Espagne, une dizaine d'autres pays se sont lancés dans la construction de centrales solaires. Dans le Sahara, un gigantesque projet européen envisage même de capter les rayons du soleil pour transporter cette énergie jusqu'en Europe. En France, les villes de Nanterre et Levallois utilisent déjà la chaleur des égouts pour chauffer des bâtiments. D'autres villes vont bientôt suivre cet exemple. Pour nous déplacer, de nouvelles inventions pourraient bientôt révolutionner notre quotidien, comme la voiture à hydrogène, qui ne rejette que de l'eau et n'émet aucun polluant. Ou les biocarburants, fabriqués avec des algues et qui n'ont pas besoin de terre cultivable. En 1 siècle et demi, le pétrole a changé le monde. Il a permis d'accomplir des révolutions technologiques plus rapidement que n'importe quelle autre découverte dans l'histoire de l'humanité. Mais aujourd'hui, nous sommes tous face à un incroyable défi, celui de se préparer à vivre autrement, à vivre sans pétrole.